Je dois vous informer que notre consoeur Tatiana Osango a été victime d'une agression barbare de la part des hommes identifiés comme quelques éléments de la force du progrès de l'UDPS. Au moment où nous produisons cette émission, notre consoeur Tatiana Osango est admise dans un centre hospitalier. Madame, Messieurs, bienvenue et merci de votre fidélité à la Télé News, chaîne de la Liberté. L'actualité en République démocratique du Congo reste largement dominée par la sortie ou la publication du gouvernement de la République démocratique du Congo qui a suscité beaucoup de réactions des parts et d'autres. L'opposition déçue, mais aussi une grande partie de la population a été déçue de ce gouvernement qui nous a pris presque 6 mois d'attente pour nous produire quelque chose d'invraisemblable. Même au sein de l'Union sacrée, la famille politique du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a eu beaucoup de frustration de gens qui ont estimé que beaucoup de principes d'engagement n'ont pas été respectés dans la formation du gouvernement souminois. D'ailleurs, nous avons assisté à ce qu'on a appelé la pétition contre la non-investiture du gouvernement souminois. Aujourd'hui, la situation a pratiquement évolué. Kamere a rassuré, il a reçu les députés, Kabouya a reçu les députés. Je venais d'apprendre que la rencontre qui était initialement prévue entre la première ministre Judith Suminwa-Tuluka et les députés Union Sacrée a été reportée à une date ultérieure. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette cacophonie ne donne pas déjà une idée de ce que sera le pays dans les jours à venir? C'est la grande question qui reste posée et je crois que mon invité répondra à cette question. Et puis, le procès du coup d'État manqué de 19 mai 2024 à Kinshasa, c'était un certain dimanche où les compagnons de Christian Malanga attaquaient la résidence de Vital Kamerhe, mais aussi le palais de la nation, la résidence du président, le bureau officiel du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lui-même. Le commanditaire ou l'auteur, le meneur en chef de ce coup d'État a été abattu, mais au moins quelques-uns de ses compagnons ont été arrêtés. On parle d'une cinquantaine qui seront devant les cours et tribunaux militaires pour être jugés et probablement être condamnés pour atteinte à la sûreté de l'État et trouble à l'ordre public. Nous y reviendrons tout au long de cette émission pour comprendre les tenants et les aboutissants plutôt de cette affaire de coup d'État. Situation dans la partie Est, où en sommes-nous aujourd'hui? C'est dans les oubliettes. Les politiciens sont très largement préoccupés par le partage des gâteaux, le partage des responsabilités. Et Kagame se repose un peu avec ces dénonciations qui lui a beaucoup perturbé sur le plan mental. Est-ce qu'on s'en fout de la situation de l'Est ou c'est juste parce qu'on parle d'abord de la mise en place des animateurs des institutions au lendemain des élections catastrophiques organisées par Denis Kadima Kazadi? Pour en parler, nous recevons l'invité de Patrick Lokala, c'est Maître Carlos Mompili. Maître Carlos, bonjour. Bonjour Patrick Lokala. Comment allez-vous? Tous les cybertéléspectateurs. Bon, je vais quand même, je me porte un peu bien. Aujourd'hui, vous n'aviez pas l'erreur, vous n'avez pas fait l'erreur de Patrick Lokaka. Comment allez-vous? Je vous sens un peu froid. Qu'est-ce qui se passe? Tout ne marche bien, tout ne marche pas bien dans mon pays. Vous savez que moi, c'est d'abord la nation, après ma famille, et puis moi, l'individu, au dernier plan. Lorsque tout ne marche pas dans les pays, je ne peux pas être heureux, autant que je suis patriote. Ah, ok. Très bien. Merci beaucoup, Maître Carlos Mompili. Je rappelle que vous êtes professeur, professeur des universités, vous êtes spécialiste en
cybercriminalité. C'est d'ailleurs le seul expert que nous avons au Congo et en Afrique centrale. Vous vous y connaissez beaucoup sur la situation politique, juridico-politique, passez-moi l'expression, Maître Carlos Mopili. Beaucoup de mes téléspectateurs, de mes cyber-internautes, comme vous aimez bien les appeler, vous ont demandé, ils ont dit, recevez Maître Carlos Mopili. Maître Carlos Mopili, je ne sais pas comment on va faire. On va parler de l'Est, on va parler du gouvernement, on va parler des assaillants, mais finalement, je voudrais accorder une attention particulière à la situation sécuritaire de l'Est. Il y a des affrontements aux alentours de Kanyabayongo. Voilà. Kanyabayongo. Je suis de retour et je suis de très près la situation de l'Est. Des affrontements autour de Kanyabayonga entre l'armée loyaliste et le FARDC et le rebelle, les agresseurs du M23 soutenus toujours par l'armée rwandaise. Maître Carlos, est-ce que le Rwanda peut profiter de cette distraction que nous avons, bon, excusez-moi pour le concept peut-être, de cette inattention que nous avons d'être tourné vers la mise en place des animateurs des institutions et nous monter un coup dans la partie Est, par exemple, et récupérer des localités importantes et voire même avancer, parce qu'on sait tous que nous sommes tournés vers qui va être qui va diriger quoi et qui n'a pas gagné quoi. Est-ce que ça ne profite pas au Rwanda? Ça ne profite de rien. Moi, je ne veux pas toujours être dans le registre de, quoi, je peux dire, de justification des raccourcis. J'ai toujours démantelé toutes les conclusions des raccourcis sur la prédominance de l'armée rwandaise sur la nôtre. Premièrement, parfois on dit c'est parce qu'il y a les infiltrés. J'ai démontré que ce n'est pas ça la raison. Tout simplement parce que dans tous les secteurs de notre société ne marchent pas alors qu'il n'y a pas d'infiltrés. Ce qui fait que la magistrature que le président de la République a traité de malade, la magistrature n'est pas malade à cause des infiltrés rwandais. Le secteur de l'éducation primaire et secondaire et universitaire, nous avons tué la qualité de l'enseignement. Ce n'est pas à cause des Rwandais qui sont des infiltrés. Notre système sanitaire, les hôpitaux où le médecin détourne même les lits pour aller le mettre dans l'air polyclinique privée, ce ne sont pas des Rwandais. J'ai démontré. Alors, j'ai démontré aussi, il y a la part du Rwanda. J'ai démontré aussi que ce n'est pas parce que le Rwanda, l'autre argument c'était oh, le Rwanda est très fort parce que derrière le Rwanda il y a les Américains, il y a l'OTAN. J'ai démontré que c'est faux et archi faux. Lorsqu'on n'est pas en mesure d'accomplir son devoir, même une petite chose peut devenir très puissante. C'est le cas aujourd'hui des Kuluna. Les Kuluna ne sont pas forts que nos policiers. Alors nous allons dire que derrière les Kuluna à Kinshasa, il y a aussi l'OTAN ou les Rwandais. Les Américains. Non. Les embouteillages. Il y a aussi les impérialistes occidentaux derrière les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Où tout le mandat du président de la République, Fati, les embouteillages n'ont pas trouvé de solution. C'est encore à cause du Rwanda? Non. C'est parce que nous avons des individus qui touchent l'argent du contribuable congolais et qui ne sont pas capables d'accomplir leur devoir. C'est la même chose. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que non. Si par exemple la rébellion avance vers Kanyabayonga, c'est à cause de la distraction. Non. D'ailleurs, les bonnes informations, c'est que nos forces tiennent quand même. Ah oui, elles tiennent. Ouais. Elles tiennent. J'ai eu les mêmes échos depuis ce matin. Que les FARDC résistent beaucoup à cette attaque. Et ils ont d'ailleurs mis à mal l'ennemi. Donc, ce n'est pas ça la raison. Et j'avais aussi encore démontré que les Wazalendo qui se battent lorsqu'ils sont 50, il n'y a que 40 ou 30 qui ont des fusils, d'autres ont des machettes, mais eux récupèrent des localités.
face à cette armée qui on juge redoutable avec des Américains et l'OTAN. L'armée de l'OTAN ou des Américains sous le label rwandais. C'est faux et archi faux. Le problème, c'est que nous devons prendre conscience. Chacun doit faire son travail. Surtout si vous êtes dans... Vous touchez l'argent du contribuable congolais, vous devez répondre en faisant ce qu'on vous demande de faire. Voilà, c'est ce qui est important. Et donc, l'inattention ou le fait que presque une grande partie de la nation, on va dire, ceux qui dirigent, sont tournés vers qui va faire quoi, qui n'a pas gagné quoi. Est-ce que Mais ça a été toujours comme ça. Est-ce que cela ne profite pas au Rwanda et au M23 d'avancer sur le terrain? Même lorsqu'ils seront installés, ceux qui seront installés, ils seront préoccupés de l'argent, de détourner l'argent pour construire des immeubles de flat ou acheter des appartements en Europe. C'est tout. Ce n'est pas cette distraction. Il y a aussi la distraction lorsqu'on est au pouvoir. On est ivre de l'argent détourné. Et on ne travaille pas. On dort, on voyage. Mais les autorités avec qui nous sommes à Kinshasa, nous subissons avec elles les embouteillages, les Koulouna. Ils font quoi? Pendant ces 5 ans ici, ils ont fait quoi contre les Koulouna, contre les embouteillages? Donc, est-ce qu'il y a les infiltrés rwandais? J'ai dit non. J'ai dit les Koulouna, il n'y a pas de les Koulouna, les Américains. Ce sont des bons enfants. Lorsqu'ils vont au service national, n'est-ce pas, ils rendent service. C'est-à-dire, ce sont nos autorités qui sont toujours distraites avec ou se concentrent pour autre chose en dehors des fonctions d'État. Très bien, merci beaucoup, Maître Carlos Mopili. Je dois vous informer que notre consoeur Tatiana Osango a été victime d'une agression barbare de la part des hommes identifiés comme quelques éléments de la force du progrès de l'UDPS. Au moment où nous produisons cette émission, notre concert Tatiana Osango est admise dans un centre hospitalier de la place. Nous condamnons avec la plus grande fermeté cette intolérance politique qui ne fait qu'augmenter. Vous vous rappelez qu'il y a aussi une autre dame qui a fait la campagne, Tolembi Passi, a été enlevé et le lieu de sa détention est resté jusqu'aujourd'hui inconnu. Derrick Loukeba devrait rapidement, dans les jours à venir, nous retrouver cette vidéo de Tolembi Passi. Nous allons commencer à la balancer tout le jour jusqu'à ce que notre compatriote Gloria Singa soit relaxé. Maître Carlos Mopili, on va aller très rapidement. Moi, je suis défenseur des droits de l'homme. Moi, je dis toujours aux autorités congolaises, ils doivent faire attention avec 2 aspects, la démocratie et les droits de l'homme. On peut négliger la démocratie, mais pas les droits de l'homme. Ce pays-ci a une histoire avec les droits de l'homme. Le roi Léopold II, pour prendre ce Congo, il a utilisé l'ASBEL humanitaire pour défendre les droits de l'homme des Congolais contre la traite négrière et contre les épidémies mortelles. Il a pris le Congo. Mais pour faire partir le roi Léopold II, pour des raisons occultes économiques, lorsque le roi Léopold II décrète le régime domanial, qui précise que l'or et les caoutchoucs reviennent seuls au roi. Pour faire partir le roi Léopold II, les autres puissances, ils se sont organisées. Ils ont utilisé un journaliste, Edmond Moral, qui est venu comme journaliste d'investigation. Et il va publier un ouvrage intitulé « Les caoutchoucs rouges », le sang sur la liane. Les caoutchoucs du sang. Voilà, caoutchouc rouge. Cette publication a fait buzz. Liverpool, Manchester, États-Unis entiers. Et directement, la communauté internationale a résolu d'envoyer une équipe pour venir faire des investigations. Et l'équipe est arrivée ici. Elle a rencontré des chefs du village, des personnalités qu'on a coupé le bras, tout ça. Et c'était la fin du roi Léopold II. C'est à cause des accusations aussi, des violations des droits de l'homme, que Léopold II a cessé d'être le roi du Congo. Il a laissé le Congo, il donne au royaume de la Belgique.
on doit faire très attention. Mobutu, lorsqu'on n'avait plus encore besoin de lui, c'est encore, on a monté quelque chose de Matiti Mboka. Les gens de l'UDPS savent ça. Parce que c'est avec eux que les impérialistes ont monté cette affaire de Matiti Mboka, le massacre des étudiants de Lubumbashi, qui n'a jamais existé avec le gouverneur pauvre Kekwa Diallo. Et nous avons subi même l'embargo d'armement qui vient d'être levé maintenant là, tout simplement parce qu'il y a eu des accusations sur des violations des droits de l'homme. Aujourd'hui, sous Kabila également? Sous Kabila aussi, on a cherché des histoires, la mort de Chebea, et la fausse commune de Maluku, tout ça. Heureusement, Kabila a été très prudent. Très prudent. On doit faire très attention. On est au pouvoir, vous devez faire attention parce que vos enfants sont en Europe. Bientôt, nous, on a demandé qu'on puisse aligner dans les sanctions ciblées. Non seulement non seulement la sanction de geler les comptes des personnalités sanctionnées, parce que les gens ne savent pas. Lorsqu'on vous sanctionne, on gèle vos comptes. Vous êtes ici, tous vos comptes, Raobank, TMB, dans toutes les banques, sont dans un système international. Lorsque vous êtes frappé par les sanctions ciblées, vous, Lukaka, et local, plutôt Patrick local, tout votre argent, si ça se trouve en banque, vous ne pouvez plus accéder. Vous introduisez votre carte, il n'y en a pas. On ne peut plus, tout va partir. Et maintenant, nous, on a demandé qu'on puisse ajouter dans les sanctions ciblées l'expulsion de tous les membres de famille de la personnalité sanctionnée. Oh! Donc, si on sanctionne une personnalité congolaise par l'Union européenne ou les Américains, il faut expulser toute sa famille. Toute sa famille. Ah, mais quand même, là, c'est quand même risqué, non? Parce que son père, il est en train de mettre l'enfer ici. Il y a la notion. Mais vous êtes juriste, il y a la notion de la responsabilité individuelle. Hein? Responsabilité individuelle. Mais, ah oui, ça existe en droit. Oui, oui. Mais lorsqu'on s'attaque, lorsqu'on bloque Mike Mukibai en prison, il n'est pas parent, ses enfants vivent quoi? Que dit la loi portant protection sociale de l'enfant? Lorsque vous arrêtez une personne, l'État doit prendre en charge ses enfants et même leur scolarité. Est-ce que ça s'est fait au Congo? C'est la loi portant protection sociale. Mais la loi n'est pas respectée. Hein? Ah voilà. Donc, d'autant qu'ils tuent les innocents sans penser à leurs épouses et à leurs enfants, d'autant aussi c'est moindre leurs enfants seront expulsés. Bon, d'accord. Là, donc, on doit faire très attention et surtout encore avec cette histoire-là de crimes de masse. Lorsque vous utilisez le militant d'un parti politique à commettre des crimes de masse, attention, nous sommes dans la compétence de la CPI. Très bien. Et il ne faut plus encore venir crier que oh, la CPI c'est une cour contre les Africains. Non, c'est parce que les Africains, on va parler de règlement, vous n'êtes pas sincères et vous n'êtes pas sérieux. Alors, comme la justice nationale est faible, la CPI, au nom du principe de complémentarité, se prendra en charge. Très bien. Merci beaucoup, Maître Carlos Mopili. Dans le lot de l'intolérance politique ou des arrestations politiques ou des détenus politiques, je vais penser ici à Mike Mukibai Nkosso, à Jama Kabunda Kabunda et à Barnabé Milingano également, qui a été enlevé. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas où il se trouve. Voilà. Et puis, nous pensons que Place Nabango, ce n'est pas en prison ou en détention, mais être libre de tout mouvement parce que nous sommes dans un état de droit et de démocratie. Maître Carlos Mopili, nous revenons sur l'affaire coup d'État. Bon, on sait tous que l'auteur ou le meneur en chef a été abattu. Je parle de Christian Malanga et quelques-uns de ses compagnons, mais les autres ont été maîtrisés, arrêtés, gardés. On parle d'une cinquantaine qui seront peut-être présentés dans quelques jours devant leur juge naturel, la cour militaire de la RDC. Maître Carlos Mopili, dans cette affaire, est-ce qu'il y aura une suite claire dans le sens d'établir les responsabilités des uns et des autres, surtout lorsqu'on sait
que l'auteur ou l'organisateur de ce coup d'État a été abattu dans les conditions qui restent floues. Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord une enquête pour savoir comment sont-ils arrivés, qu'est-ce qu'ils voulaient faire et comment Christian Malanga est mort, puis après aller au procès? Parce que j'ai comme l'impression qu'on saute certaines étapes qui peuvent nous aider à comprendre la vérité. Non, je crois qu'on ne saute pas. C'est que lorsqu'ils sont arrêtés, je suppose que le ministère public, c'est-à-dire l'auditorat militaire, devrait déjà déployer soit les inspecteurs judiciaires pour faire déjà la phase préparatoire, c'est-à-dire les auditions et d'autres enquêtes en profondeur. Mais aussi, si ça passe par là, lui-même le ministère public qui a un souhait à charge et à décharge, il doit le faire. Mais ici, ce n'est pas seulement, lorsque c'est un procès concernant les assaillants de ces coups de force au Palais de la Nation, ce n'est pas seulement le membre de Christian Malanga, non. Il y a aussi de l'autre côté, c'est-à-dire la garde républicaine qui gardait le Palais de la Nation, qui était en poste, et qui n'ont pas empêché à ce que ces gens puissent récupérer le Palais de la Nation. Malheureusement pour nous, on ne parle que de cinquantaine d'assaillants. On parle nullement de ces éléments de la garde républicaine qui ont visiblement failli à leur mission. Ça doit, il y aura deux camps. En tout cas, s'il y a procès. S'il y a procès. S'il y aura un vrai procès, hein, parce qu'il y aura procès. Bon, comme il y aura procès. Il y aura procès, mais ici nous parlons d'un vrai procès. Ce que je l'ai dit avec réserve, hein, parce que je suis quand même, je respecte la déontologie. Je suis avocat. Exactement. C'est que dans ces procès, il y aura deux camps. Il y aura le cas des assaillants et il y aura le camp des gens, c'est-à-dire les gens du FARDC, les gens de services de sécurité. Alors, parce que de l'autre côté, il y a infraction de commission, par commission, et de l'autre côté, il y a infraction par omission. C'est-à-dire, en des termes clairs. En des termes clairs. C'est-à-dire, on est auteur d'une infraction par commission, c'est-à-dire le fait de commettre. Vous avez posé les actes qui sont de nature à violer la loi. Je donne l'exemple. Voilà. Si moi j'étais gifle, j'ai commis l'infraction des coups et blessures volontaires. Ça c'est par... J'ai fait l'action. Mais par omission, c'est là on parle, le fait de s'abstenir de faire. C'est comme par exemple l'infraction de non-assistance d'une personne en danger. Vous avez volontairement refusé de sauver quelqu'un. De sauver quelqu'un. Qui était en danger. Votre inaction est coupable. Devant la loi. Devant la loi. Et donc, par rapport à ces procès, il y aura ceux-là qui ont posé les actes de coup d'État et ceux-là qui n'ont pas pu l'empêcher. Évidemment. Voilà. C'est là où, par exemple, en droit pénal et militaire, il y a l'infraction de capitulation ou de définitisme. C'est-à-dire, c'est l'article 58 et 59 du Code judiciaire militaire et du Code pénal militaire. C'est-à-dire, lorsque vous êtes par exemple au front, ou vous êtes devant un ennemi, toi tu capitules. Tu recules. Tu recules. Voilà. Ou tu démoralises les autres devant l'ennemi. Là, vous êtes coupable. Tu es coupable. Tu es poursuivable. Et en droit pénal militaire, nous avons 4 éléments, selon moi, quand j'enseigne ces cours. Mais vous êtes professeur, vous pouvez vous autoriser des choses. Je suis professeur. Voilà, vous n'êtes pas comme moi je ne suis qu'un licencié. J'ai encore des limites. Droit pénal militaire. Voilà. Il y a 4 éléments qui aggravent une infraction par rapport au droit pénal ordinaire. Quels sont ces éléments? 1. Il y a d'abord la qualité de l'infracteur. Si l'infracteur est officier, il sera puni avec circonstances aggravantes qu'un soldat des troupes. Par exemple, dans ces cas de capitulation, vous voyez l'ennemi
comme c'était le cas. Qu'est-ce qui s'est prévu lorsque l'ennemi vous tire à moins de 100 mètres dans les cours de discipline, de techniques, de discipline plutôt de tir? Le principe est qu'on tire qu'après le commandement. C'est ça le principe. C'est que si tu es soldat, tu ne peux tirer que si ton chef de section te donne l'ordre. Tirer, et c'est lui qui va te dire arrêtez, roulez, tu roules. C'est l'ordre qui, en principe, donne l'autorisation d'y tirer. Mais l'exception, lorsqu'il y a un tir d'ennemi qui vous surprend à moins de 100 mètres, il faut répliquer. On réplique immédiatement sans attendre l'ordre. Or, lorsque nous suivons tous la scène du coup d'état raté, du coup de putsch raté, on nous dit ces gens sont arrivés, ils ont violé la barrière. Il n'y a pas eu de résistance. Et puis ils sont descendus et ils ont commencé à tirer. Je crois qu'ils ont tiré en haut parce que ça n'a pas touché. Ça n'a touché personne. Hein? Donc, immédiatement, ceux qui gardaient le palais de la nation devraient réagir sans attendre l'ordre de réplique. Ne pas le faire et choisir la fuite. Alors, c'est la fuite devant l'ennemi. Et là, maintenant, c'est quoi? Lorsqu'on est un soldat des troupes, on est punissable. Ça peut être de 5 à 20 ans. Ouais. Mais lorsqu'on est officier, là, c'est la peine à perpétuité ou la peine de mort. Donc, la qualité de l'infracteur, s'il est officier, sous-officier ou soldat des troupes, influence pour qu'il soit condamné, soit avec circonstances atténuantes, soit avec circonstances aggravantes. Deuxième élément, l'instigateur. L'instigateur. C'est lui qui prend l'initiative de commettre une infraction, surtout des infractions où on parle de la participation criminelle. On cherche toujours l'instigateur. Tu vois, toujours chez nous, c'est que nous vivons dans des universités. Il y a toujours les étudiants qui sont toujours, qui provoquent un soulèvement ou une révolte. Dans l'armée, on cherche toujours à savoir l'instigateur. Ceux qui ont tombé que c'est toi l'instigateur, là, vous serez puni de circonstances aggravantes. Troisième élément, les conséquences. Tu peux faire l'abandon de poste. Abandon de poste. Tu seras puni. Mais si cet abandon de poste provoque une conséquence grave, là, vous serez puni avec circonstances aggravantes. Et dernier, c'est les contextes. Si tu commets une infraction, abandon de poste ou autre chose, trahison, espionnage, mais nous sommes dans quelle période? Si c'est l'état d'urgence, état de siège ou l'état de guerre, là, il n'y a pas de pardon. Au baby. Alors, au baby. Les circonstances deviennent aggravantes. Donc, voilà un peu les 4 éléments. Et qui conduisent le juge à prendre la décision sur le régime répressif par rapport au droit pénal militaire. Très bien, Maître Carlos Semopili avec nous sur Télénews. C'est l'invité de Patrick Lokala. Abonnez-vous à la Télénews, chaîne de la liberté. Maître Carlos Semopili, nous parlons... S'il vous plaît. Ouais. Je parlais des autres là. On va les poursuivre pour atteinte à la sécurité de l'État, mouvement insurrectionnel, c'est connu. Mais de l'autre côté, ils ont fait aussi la violation au drapeau, c'est-à-dire le fait d'enlever notre drapeau et de mettre les drapeaux du Zaïre. Ça, c'est des infractions les infractions qui vont frapper les assaillants. Mais pour les autres camps de l'omission, on parle de violation des consignes. Parce que lorsque vous êtes qui n'ont pas pu empêcher aux assaillants de prendre le contrôle du bureau du président de la République. Parce que quelle consigne? Mais on ne parle jamais d'eux. Quelle consigne qu'on donne lorsqu'on est garde républicaine? Veiller sur... Veiller et accepter de mourir. Oh, veiller et accepter de mourir. Oui, oui. D'ailleurs, c'est pour tout soldat. C'est pour tout soldat. Parce que les consignes qu'on donne, vous êtes là, première consigne, vous allez garder la maison.
Deuxième consigne, si vous voyez un ennemi, il faut tirer sur lui. Ils ne sont pas des policiers, des maîtres qui vont venir avec des intimidations. Des balles non létales. Non. Et c'est avec des balles vraiment. Des balles réelles. Hein? Réelles. Donc, c'est ça les consignes qu'on donne. Est-ce que ces jours-là, il y avait une consigne qui disait que lorsque l'ennemi arrive, il faut se disperser, les laisser faire, et puis lorsque les renforts arrivent, c'est là qu'on peut l'attaquer? Je ne sais pas. Mais ce jeu-là, est-ce qu'on peut le jouer vraiment au Palais de la Nation, au bureau du président? Ce jeu-là, je comprendrais, excusez-moi Maître Carlos, je comprendrais que ça soit au front. Au front, peut-être, moi je ne suis pas un expert militaire, mais à mon humble avis, je pense qu'on peut se le permettre, peut-être lorsque c'est au front. Mais là, il s'agit du bureau officiel du président de la République. Pouvait-il dire, reculons, laissons-les entrer et agissons plus tard? À ce niveau-là, à ce contexte-là, on pouvait se permettre ça. En tout cas, on peut étudier toutes les techniques du monde. Il n'y a jamais une technique qui dit ça. Que lorsque l'ennemi tire, il faut fuir et puis venir récupérer après. On parle de repli stratégique. Non, ce n'est pas ça. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qui existe? Ce qui existe, c'est que lorsque vous êtes commis à la garde. Vous vous souvenez lorsque Mukungubi avait attaqué triple attaque, hein? RTNC, les camps, et puis voilà. Oui, il y a eu des morts. Si, il y a eu des morts, de part et d'autre. Oui, de part et d'autre. Mais pour parce qu'il y avait résistance. Est-ce que les gens, vous avez vu la garde républicaine fuir la RTNC pour venir récupérer après? Non. Là, ce n'était que la RTNC. C'est ça. Et là, de l'autre côté, lorsqu'ils sont allés à la cité de l'Union africaine, parce qu'ils visaient aussi à l'époque, c'était là où il y avait les bureaux du ministère de la Défense, il y avait encore accrochage. Parce que les éléments de FARDC qui étaient commis à la sécurité avaient résisté. Il y avait échange de tirs. Il y a eu des morts de part et d'autre. C'est comme ça. Donc, mais pour les cas d'espèce, il n'y a pas eu résistance. Ce procès ici doit aller loin. On doit creuser. C'est comme ça que moi j'ai parlé des services de sécurité défaillants. Et qui sont-ils? Y a-t-il des trahisons? Tout ça. Donc, ce procès peut commencer avec quelques personnes, mais au fur et à mesure que ça peut évoluer. Le procès va évoluer, il y aura on va toucher tous les niveaux de ramifications. Bon, au moins que ce soit comme le procès des Kaba, hein, où on peut aller vite on peut aller vite pour ouvrir les auteurs intellectuels. Ouais. Est-ce que j'ai pas... Et aussi, lorsqu'on parle d'instigateur, est-ce que le numéro 1, c'était Christian Malanga? Non, je crois qu'on va encore aller plus loin. Voilà, Maître Carlos Mopili, est-ce que j'ai eu tort de parler des enquêtes d'abord, avant d'aller au procès? Parce que j'ai comme l'impression, d'après les analyses que nous faisons au cours de cette émission, qu'il y a la partie de l'omission, fraction par omission, n'a pas été expressément reprise dans le lot de ceux qui doivent comparaître dans les jours à venir. On ne parle que des assaillants, on ne parle pas de la responsabilité ou des défaillances du système de sécurité qui n'a pas pu résister face à l'attaque de Christian Malanga. Est-ce que nous ne sommes pas vraiment partis pour un procès à la Kaba-Kaba, comme vous l'avez dit? Non, on est qu'au début? Non, on est au début, je suis avocat. Je donne toutes les chances que ce procès puisse accoucher d'une vérité et une vérité judiciaire. C'est ça la volonté et c'est ça aussi pour notre sécurité. Très bien. Je crois qu'à ce niveau, votre souci est déjà pris en compte. Mon souci est pris en compte? Oui. Par qui? Par qui? Non, je crois que le ministère public a déjà fait l'instruction. Je pense que c'est lui qui va commencer à présenter chaque prévenu devant le juge. Avec des charges. Oui. J'ai une autre question, M. Carlos Mopili. Qu'est-ce que ça peut vous dire de voir qu'après le coup d'État manqué de Christian Malanga, il n'y a eu ni suspension, ni sanction? La seule chose que nous connaissons aujourd'hui, qui n'est peut-être pas liée à Christian Malanga, c'est le remplacement de l'administrateur général de l'ANER. On ne sait pas lier ça aux événements du 19 mai
Mais est-ce que ça ne vous tique pas de voir qu'après le coup d'État de Christian Malanga, aucun officier n'a été sanctionné, à ma connaissance. Je reste vraiment modeste et humble. Aucun officier n'a été ni sanctionné, ni arrêté, ni suspendu. Vous savez, ces choses... Est-ce que ça ne peut pas nous interpeller, ça? Non. Maître Carlos, la justice... Vous vous en remettez seulement à la justice? Non, la justice a son rythme. Non, je parle à sa vitesse. Je parle plus de la justice, je suis au niveau politique. Je comprends. Le problème, c'est qu'il faut dire que la justice, d'abord, a sa vitesse. Et sa vitesse dépend de sa philosophie. Et ça dépend aussi de chaque type de procès. Vous savez, après l'assassinat de Mosè Laurent Désiré Kabila, tous ceux qui seront arrêtés, ils ont continué à exercer leur poste. Et c'est après, je crois, 2 semaines, ou je crois 1 mois, que l'un et l'autre commençaient à tomber. Soit tu es en résidence surveillée, soit tu es après arrêté et être jugé. Donc, observons d'abord les choses. Observons, hein? Ouais. Donc, même s'il n'y a pas eu de sanctions politiques, gardons d'abord observons. Oui, gardons d'abord nos émotions patriotiques. Parce que c'est ce qui vous chauffe, que du fait qu'on a... Ici, je ne parle pas avec émotion. On a dressé... Je ne sais pas les sentiments patriotes. Vous êtes patriote. Le fait que les gens... Je ne parle pas avec émotion ici. Le fait qu'on a attaqué le palais de la nation et qu'après, rien... Et comme sanction administrative, on a dressé les drapeaux. Oui, mais rien du tout. Rien. Alors, on a sanctionné personne. Moi, j'ai fait... On a arrêté que les assaillants. En psychologie générale, la colère, c'est quoi? C'est une émotion. Bon, émotion dans le sens d'être influencé, une émotion qui peut influencer le jugement jusqu'à les rendre négatifs. C'est ça que je refuse. Ici, nous réfléchissons. Maître Carlos Mopili, ça m'étonne. Tout comme ça peut étonner beaucoup de Congolais de voir que des gens ont voulu quand même, comme on nous l'a fait croire, attaquer le président. Ils l'ont attaqué par son bureau, mais après, personne n'a été sanctionné. Et puis, c'est comme si les services de sécurité avaient agi promptement et avec professionnalisme, même si nous savons qu'ils n'ont pas pu empêcher. C'est là que je m'interroge comme Congolais. Bon, on ne va pas s'attarder. On se réserve. Vous avez posé un questionnement. Pourquoi on a tiré sur Christian Malanga? Alors que beaucoup de gens disent qu'il n'était pas mort. Voilà. C'est-à-dire, tout ça sur le ministère public. Très bien. Bon. On va s'intéresser sur ce sujet. Merci beaucoup, Maître Carlos Mopili. Vous comprenez que c'est un professeur d'université, mais aussi un avocat qui est soumis à la déontologie. Évidemment, c'est ça. Évidemment. Et donc, vous avez compris les analyses que nous avions faites sur cette question. Les hommes intelligents comprennent notre souci. Mon souci, je crois que vous l'avez aussi compris. Il ne faut pas confondre la rhétorique d'un journaliste à celle d'un avocat sur un plateau de télévision. Nous avons beaucoup de liberté, contrairement à Maître Carlos Mopili, qui est enseignant, mais aussi avocat de carrière. Voilà, Maître Carlos Mopili. Je vous propose d'échanger de sujet. Voilà. Je suis là. Merci beaucoup, Maître Carlos Mopili. Comment analysez-vous la mise en place des animateurs des institutions? On a commencé par l'Assemblée nationale. On est au Sénat présentement, on va aller au gouvernement. Le Sénat, il y a cacophonie entre le premier doyen d'âge et le nouveau. Je rappelle ici que le premier doyen d'âge devrait normalement céder son poste au plus âgé qui venait d'être élu. Mais il ne veut pas. Il ne veut pas. Au moment où nous parlons, il y a comme une petite crise au bureau d'âge de l'Assemblée nationale. En tout cas, ça fait une honte, ça. C'est même pas une question de débat. Non, pas du tout. Parce que le règlement intérieur du Sénat le dit clairement. Est clair. Ouais. Je crois que ces articles 12 ou 13 comme ça, c'est bien mentionné que le président du bureau d'âge, c'est le doyen, c'est-à-dire le plus âgé. Le plus âgé, oui. Et qui sera secondé par le 2 jeunes. Et parmi les 2 jeunes, on prend celui qui est
plus âgé, il est rapporteur, et l'autre, questeur. Le plus Benjamin, c'est questeur. Donc, pourquoi on doit réfléchir? Parce qu'en droit, tout est appelé à la nullité. Ça peut arriver que vous sortez, vous vous présentez le plus jeune. Parce que sur votre carte d'électeur, vous aviez falsifié. Surtout les filles et les femmes les font. Ouais. Elle diminue même de 10 ans. Mais quelqu'un d'autre vérifie, il a des informations. Où il tombe sur votre acte de naissance. Acte de naissance. Soit sur votre bulletin de l'école primaire, première année. Et il vient vous opposer. Donc, ce sera faux en écriture et directement vous allez perdre cette qualité que vous aviez bénéficié. C'est simple. C'est simple, c'est simple. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Plus âgé que Pascal. Monsieur Pascal a 85 ans. Les doyens qui venaient d'être élus, Mukamba Jonas. Jonas Mukamba a 93 ans. 93 ans. Oui, mais Pascal Kindwele refuse de céder bien que n'ayant que 85 ans. Donc voilà la différence de 8 ans. 8 ans, mais il ne veut pas refuser. Il a fait même un communiqué. Je ne vais pas vraiment céder. Il a fait même un communiqué. Non, tout ça c'est parce qu'on ne veut pas servir le pays, on veut se servir. La République. Quand lui voit déjà les avantages là, tu sais, il a déjà vu. Il a déjà des budgets là. Moi je crois que ça rend la tâche difficile d'un professeur de droit aujourd'hui au Congo. Non, ce sont les professeurs de droit politique qui nous rendent la tâche difficile. Parce que vous ne faites pas de bonnes analyses. Non, bon, la plupart d'entre vous, ce n'est pas tous les professeurs, mais la plupart des professeurs conditionnent leurs analyses par des positionnements politiques. C'est ce qui est devenu dangereux et compliqué. Ça, c'est dangereux, je l'ai toujours dénoncé. Mais le problème, c'est quoi? Lorsque nous enseignons autre chose, nous enseignons les droits. Parfois, les droits positifs congolais. Mais la réalité, c'est autre chose. Nous sommes en difficulté avec nos étudiants. Parce que nous avons des étudiants qui voient ce qui se passe, mais qui écoutent maintenant autre chose que nous sommes en train de leur enseigner. Et souvent, nous sommes interrompus par des questions. Et nous sommes vraiment perplexes. Très bien. Alors, on va faut-il continuer à enseigner les droits que les étudiants constatent que les droits n'est plus applicable dans notre pays, ou les droits, ça devient quelque chose du paradis. Très bien. Ça, c'est très mal. La question, c'est quoi? Comme aujourd'hui, on respecte plus les coordonnateurs des fêtes de l'Union sacrée, honorable Augustin Kabouya, je demande à papa Jonas Mukamba d'aller voir Augustin Kabouya pour qu'il puisse demander. Pour que Kabouya vienne faire les bons offices. Mais c'est toujours ça. On a oublié les droits, ça devait maintenant tout. Les arrangements. Tout se gère à limiter ou dans un bureau privé. On a perdu l'essence. Parce que si on respectait les droits, l'état des droits, il n'y a pas de débat. Il n'y aurait même pas eu débat. Il n'y a pas de débat. Voilà. Merci beaucoup, maître Carlos Montpili. On avance. Oui. On avance. On va parler d'une autre situation assez compliquée, mais qui est en train de se décanter. Vous avez suivi comme moi la formation du gouvernement? Oui. Bon, on ne va pas y revenir sur ce qui a été déjà dit, mais il y a quand même quelques faits qui me poussent à vous poser des questions, maître Carlos Montpili. La taille du gouvernement, vous pouvez noter, maître Carlos Montpili, on est passé de 54 membres à 53, je crois, si ma mémoire est bonne, de 56 à 54, je crois. La taille est toujours éléphatesque. Mais il y a quand même quelques faits. Le premier fait, on oublie le ministère de la Justice. Lors de la première lecture de l'ordonnance du président de la République, on a oublié le ministère de la Justice. Deuxième fait, nous nous sommes rendus compte qu'on a oublié le ministère des Relations avec le Parlement. Et pourtant,
son ministère a un secrétariat général qui fonctionne. Troisième chose, Maître Carlos Mopili, ou quatrième, on a oublié la province du Maniema. Donc un problème de représentativité. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est la précipitation ou est-ce que c'est l'amateurisme? Mais est-ce que nous aurions dû assister à une telle scène après avoir attendu pendant 6 mois? Bon, d'abord, première chose que oui, c'est un gouvernement éléphantesque, c'est vrai. Parce qu'on pouvait avoir même un gouvernement de 20 ministres et tout ça. 20 ministres. C'est pas difficile quand il faut regarder le premier gouvernement de Lumumba. Bon, le premier gouvernement de Mouzé Laurent Désiré Kabila, il n'était pas plus de 20. Ouais. Deuxièmement, je crois que cette question peut être résolue lorsqu'on diminue le train de vie des institutions. Ça peut faire quand même de l'équilibre. Parce que 2 moins 2 est égal à 100 moins 100. Alors, autre chose par rapport au ministère... Les oublis. Oui, au ministère... de la justice oublié, et puis on a... Oui, le ministère de la justice... On a relu. On ne sait pas si c'est Madame Tina Salama, par la fatigue, parce que c'était vers 3 h du matin, 2 h du matin, elle pouvait sauter. Ça, on n'a pas encore la précision. Maintenant, pour le ministère en relation avec le Parlement, ce n'est pas un problème. Comme ça a un secrétariat, on peut les coller à un autre ministère. À un autre ministère. Ouais. Et dans l'ordonnance du président qui attribue le prérogatif, c'est là où ça peut être collé. Ouais. On n'a pas un problème. L'absence de la province du Maniema? Bon, province du Maniema, là où il y a un problème. Premier problème, est-ce que c'est l'oubli? Premier problème, c'est que c'est après on apprend qu'il y a Madame Aziza, élue à Lubumbashi, mais originaire du Maniema. Non, là elle ne représente pas le Maniema. Non. Pourquoi? Elle est élue, elle est élue d'une autre province. Elle représente une autre province, Maître Carlos. Est-ce qu'ici nous parlons des origines ou des vrais représentants? Non, lorsqu'on parle de... D'abord la loi, la Constitution. La Constitution nous dit quoi? La composition du gouvernement tient compte de la représentativité nationale. C'est-à-dire, vous êtes juriste, c'est-à-dire? Représentativité nationale. Mais c'est flou. Ok. Oui, je ne comprends pas. C'est flou, mais maintenant on peut interroger la sociologie. Ce sont les élus ou les originaires? On interroge la sociologie. Je peux développer même un article sur ça. Ici, c'est une question de sociologie. D'abord, moi, je festige, je condamne cette manière de faire les choses. C'est qu'on donne, par exemple, toujours au Kasaï beaucoup de ministères, alors que le Kasaï est déjà surreprésenté dans plusieurs institutions. Ça, je dénonce. Je dénonce aussi certaines provinces qui sont sous-représentées ou bien qui sont absents dans les institutions. Les provinces qui sont absentes ou non représentées dans les institutions. Ça, je dénonce. Mais réfléchissons ensemble. D'abord, lorsqu'on parle de originaires, donc Patrick local, comme tu restes ici, tu n'es plus de Sankourou. Si tu étais élu ici et que tu entres au gouvernement, tu n'es plus du Sankourou? Au niveau des origines, oui, je suis du Sankourou. Tu es du Sankourou. Mais je ne suis pas le représentant du Sankourou. Et qui est le représentant du Sankourou? Les élus. Les élus où? Ils en ont reçu mandat. Ah non. Les députés, non? C'est pas ça. Les sénateurs. Non, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Dans la déclaration de députés du Maniema et même de la société civile force vive du Maniema, ils n'ont pas connu Madame Aziza. Ils ne savaient pas que Madame Aziza était originaire du Maniema. Donc pour eux, au Maniema, il n'y avait personne. C'était ça. Mais le bon sens voudrait quand même que quelqu'un qui soit connu là-bas, qui a un ancrage... Mais si vous parlez des les représentants... Mais on parle des vieux, les plus doyens là. Les doyens. Maintenant, Salomon Sekade là, il est élu député provincial au Maniema et sénateur
au Katanga. Au Katanga. Voilà. Il va représenter quoi? Il devient maintenant Katangais? Non. Vous prenez le cas de Jonas Mukamba. Il est le représentant de Katangais par rapport à son mandat de sénateur. Mandat de sénateur. Ouais. On prend l'exemple de vieux... Ouais, allez-y. De vieux Jonas Mukamba. Qui vient d'être élu. C'est des exemples que nous suivons. Et c'est que nous demandons aussi à nos frères kassaïens d'imiter ça. Ce n'est pas toujours eux qui seront élus dans d'autres provinces. Et puis, ils ne sont pas reconnaissants. Ils se plaignent toujours que nous ne sommes pas aimés. Mais on ne vous aime pas alors que vous êtes élus dans d'autres provinces. S'il y a les originaires d'une province qui sont élus dans d'autres provinces, si vous faites des statistiques pour ces élections législatives, nationales et provinciales, c'est les Kassai. Il y a par exemple René Kalala, qui est le meilleur élu sénateur du Sankourou. Voilà. Alors qu'il est du Kassai oriental. C'est ça. Voilà. Alors, Maître Carlos Moukoudi. Maintenant, interrogeons la Constitution. La composition du gouvernement tient compte de la représentativité nationale. C'est un problème. On ne parle pas de la représentation provinciale, mais représentativité nationale. Ici, on parlait de bloc linguistique. Bangala, zone linguistique. Ouais. Ce n'est pas dans la Constitution. Mais moi, si j'essaie un peu de faire intervenir ma petite notion de sociologie politique, soyons francs. Est-ce qu'il y a une population de Maniema? Y a-t-il une population du Sud Kivu? Y a-t-il une population du Nord Kivu? Y a-t-il une population de la province orientale? Pourquoi vous posez cette question? Je pose la question, je vous montrerai que non. Il y a des provinces qui ont réussi à se faire un peuple. C'est les Kassai, c'est les Katanga. Les Sankour également. Les Sankour, non. Ah oui. Je connais. Ah oui. Sur terrain. J'étais sur terrain. Moi, je suis de là aussi. Oui. Je connais. J'étais. Lorsqu'il y a les Bakwamputu, le Moutetela ne profitera pas. Et quand Moutetela est là, les Bakwamputu ne profitent pas. Ce sont les Bakous du Maniema, de Kibombo, qui profitent. Voilà le problème. C'est que lorsqu'on prend les Bankouchou, c'est que vous êtes Moutetela. Tu es dans la province, ex-province Kassai orientale, c'est-à-dire au Sankour. Ouais. Mais si vous nommez Lutundula, vous nommez Patrick Lokala, ministre, les Moukous de Kibombo va fêter. Il se retrouve. Il se retrouve. Ouais. Mais si on nomme un lega de Pangi, les Moukous de Kibombo, du Maniema, ne va pas fêter, ne va pas se retrouver. Mais vous trouverez un Moulega de Chabunda et de Mwenga qui va fêter, alors qu'il est du Sud Kivu. Très bien. Bon, mais commencez, analysons ça très bien. Entrons vraiment dans la sociologie politique. Vous prenez un Limbidja, il est de l'Équateur ici. Hein? Mais là où il travaille, les Mouzimba du Maniema se retrouvent facilement. Lorsqu'il faut confectionner la liste pour des arrêtés, les gens ici vont se retrouver. Vous êtes au Sud Kivu. Lorsque vous donnez un ministère à un mouchi, les Balega ne vont pas se retrouver. C'est seulement le Bachi et même qui vont se retrouver. Les Banyamulenge ne vont pas se retrouver. Les Banyamulenge ne vont pas se retrouver. Les Bavira ne vont pas se retrouver. Très bien. Mais quand vous donnez au Bachi, vous dites non, vous avez servi le Sud Kivu. Alors que vous avez servi qu'une seule étude. Très bien, c'est une notion. C'est-à-dire c'est des notions qui doivent être intégrées. Et vous êtes dans la province orientale, dans les Chopo. Lorsque vous servez le local, il faut penser qu'il y a aussi les Benyamituku et les Bambole. Donc c'est une question de la sociologie politique. Très bien. Savoir que telle tribu a réussi,
l'autre n'a pas réussi. Et il faut aller avec le grand. Il y a des groupes ethniques qui ne dépassent pas 40 dans notre pays. Très bien, Maître Carlos Mopili. La question n'a pas été répondue. J'ajoute un autre élément qui peut peut-être vous aider encore à approfondir les analyses sur ces plateaux de Télénews à l'émission L'invité des partis locaux. Maître Carlos, il y a eu des contestations après la publication du gouvernement souminois. C'est comme ça que je vous posais la question de savoir, est-ce qu'il fallait vraiment attendre? Est-ce que les 6 mois que nous avions attendus valaient vraiment la peine quand on a vu qu'après la sortie, ce n'est pas la joie, mais ce sont des graissements des dents, surtout au sein de l'union sacrée de la nation? Est-ce que les 6 mois ont valu la peine? Non, il y a un problème déjà au niveau de l'informateur qui n'avait pas choisi de bons collaborateurs. L'informateur était mal entouré. Il était mal entouré. Kabouya était mal entouré. Oui, oui. Parce que quand je vois... Comment ça, Kabouya était mal entouré? Il n'a pas choisi vraiment des scientifiques avérés. C'est pas parce que quelqu'un vient vous tromper que non, il fait son DA quelque part. Alors qu'il n'était pas... Non, mais il avait Eliezer Tamboué qui était son porte-parole. Voilà, par exemple. Eliezer Tamboué, porte-parole, c'est-à-dire... Adolphe Amissi, qui était comme un assistant de l'informateur. Donc, c'est ça le bureau qui a travaillé, en fait. Donc, pour vous, le bureau de l'informateur, les Kabouya, les Amissi Monangoyi, les Tamboué n'ont pas pu aider Kabouya à présenter une mouture qui allait permettre au chef. En tout cas, je suppose que si le travail était déjà bien fait, c'était un travail accompli au niveau de l'informateur, la formatrice, madame Souminois, ne pouvait plus encore avoir de travail à faire. Et si le travail qu'ils ont fait n'a pas été respecté? C'est aussi une hypothèse qui n'est pas écartée. Alors, si leur travail n'a pas été accompli, et que c'est au niveau de madame Judith qui s'était perturbée, ou de la présidence, donc, et ils ont fait le travail, bien fait, mais c'est ceux qui ont fait encore, ceux qui ont corrigé, c'est eux qui ont fait des poteaux-poteaux. Très bien. Parce que, à mon entendement, quand je vois, il y a certains ministères qui correspondent avec des profils. Pourquoi? Ministère de l'économie? Parce que, attends, monsieur, le Congo aujourd'hui est dans la salle d'urgence. Et dans le champ d'urgence, on ne voit que de médecins spécialistes, pas de stagiaires. Mais voici comment ça se passe dans ce gouvernement. Un gouvernement d'abord, moi j'aime aller avec quelle approche. Il faut d'abord préparer le programme du gouvernement. Quand vous avez le programme du gouvernement, vous avez des ministères phares par rapport à ce programme, et à chaque ministère, vous vous posez la question. Ce ministère va faire quoi? Va résoudre quel problème? Et si ça va résoudre quel problème? Avec qui? C'est le profil. Mais quand vous regardez les gens qu'on a attribué le ministère, ce n'est pas à dire qu'ils ne sont pas compétents. Mais nous vivons les choses que les coachs, Madame Judith Soumina, fait jouer un poutou comme défenseur. Oh! Mais quand on est un grand coach et vous faites jouer Messi comme numéro 2 ou bien comme gardien, est-ce qu'on aura encore un grand Messi Ballon d'Or? Non, pas du tout. C'est ça le problème. Lorsque, par exemple, au ministère de la Défense, vous prenez un spécialiste en santé publique. Oh, Mwanjamvita. Il est spécialiste. Mwanjamvita est spécialiste en santé publique. Il a fait de bonnes études, mais c'est en santé publique. En santé publique. Il n'a jamais été militaire, ni même un déserteur. Même il aurait pris déserteur. Vous lui donnez le ministère de la Défense. De la Défense. Un spécialiste en santé publique nommé vice-premier ministre, ministre de la Défense. De la Défense. Pendant l'état de siège. Pendant l'état de siège. Il sera entouré par qui? Vous pouvez le faire entourer par des généraux.
Mais est-ce que ces généraux seront honnêtes vis-à-vis de lui? C'est ça le problème. Il y a des exemples. Est-ce que vous pensez que c'est déjà mal parti qu'un spécialiste en santé publique soit ministre de la Défense? Est-ce que c'est déjà mal parti? Est-ce que les prémices sont mauvaises? Il y a un problème, c'est que vous savez comment on est allé dans ce ministère. C'était d'abord le général qui chapeautait ce ministère. Après, on a donné à Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, lui, il avait une formation de base militaire. Et puis, il était ancien seigneur de guerre. Et maintenant, on donne à un civil. Et puis, spécialiste de santé publique. Voilà. Donc, on connaît ce qu'il a fait. Donc, on est mal parti. Il a bien travaillé au journal officiel. Il est intelligent, mais il doit fournir beaucoup d'efforts. Il doit fournir beaucoup d'efforts. Est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'on n'aurait pas dû le nommer à son poste qui est le ministère de la Santé, par exemple, plutôt que de les nommer au ministère de la Défense? Nous parlons ici de la défense du pays. Vous donnez à un expert en santé publique. Si on lui donnait le ministère de la Santé publique, il allait changer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Est-ce que la nomination... Mais de l'autre côté, il va fournir beaucoup d'efforts. Est-ce que sa nomination, la nomination de Guy Mwanjamvita, spécialiste en santé publique au niveau du ministère de la Défense, est un casting raté? Jusque-là, moi je considère ça comme Lionel Messi qui joue à la défense. Est-ce que c'est un casting raté alors? Vinicius, vous le mettez défenseur. Moi, je sais que peut-être les coachs ont de magie. On a vu Claude Leroy faire des Bogues et Gladys numéro 9 et défenseur et il avait bien joué. Est-ce que c'était un casting raté? Non. Maître Carlos, on ne peut pas. La nomination de Guy Mwanjamvita était casting raté? Je suis de la société. Je peux changer de question maintenant. Je peux reformuler. Non, la question vous met mal à l'aise. Si vous étiez à la place de Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo, auriez-vous nommé Guy Mwanjamvita, spécialiste en santé publique, au ministère de la Défense? Non, je chercherai un retraité proche de l'UDPS, parce qu'ils sont beaucoup. Qui connaît la guerre? Ils sont beaucoup. Même les généraux Maïlé, tous étaient les pro-UDPS. Je les mettrai à la tête du ministère de la Défense. Très bien. Et je prendrai Guy Mwanjamvita, ministre de la Santé, en fermant les yeux. Merci beaucoup. Vous avez répondu. Parce qu'on a toujours mis le médecin, mais sans voir vraiment le résultat sur le terrain. Vous avez répondu à ma question. Oui. Vous êtes intelligent. Les gens ont compris que vous avez évité de reprendre mes expressions. Volontairement. Délibérément. C'est ça, non, maître? Ok. Très bien. On peut avancer. Et donc, beaucoup d'erreurs comme ça, de casting. Et puis... de manière générale, maintenant, donc les 6 mois n'ont servi peut-être à rien du tout au regard du résultat que nous avons sur la table. Bon, voilà maintenant ce que nous avons. Même si les gouvernements sortent aussi avant, mais ils devraient être investis par l'Assemblée nationale avec tout ce qu'on a connu là, des jeux de ping-pong et tout ça, c'était lenteur liée au positionnement, aux primaires pour le candidat président de l'Assemblée nationale. On pouvait toujours avoir un gouvernement avec des dépenses inutiles. Parce que déjà, si à l'époque on avait déjà nommé le ministre, il pouvait déjà avoir des gardes du corps en attendant l'investiture. Merci beaucoup, M. Carlos. Ça allait toujours coûter à la République. Et donc, 6 mois après, on sort un gouvernement. Après la sortie du gouvernement, que de contestations. On a même parlé de la pétition. Aujourd'hui, on a plané les divergences. Caméré a reçu. Soumino Judith devrait normalement recevoir les députés nationaux de l'Union sacrée, mais la rencontre a été reportée à une date ultérieure. Est-ce que ça n'augure pas une suite malheureuse? Non, il n'y aura rien. Que l'on soit parti sur base de contestations, il n'y aura rien. De cacophonies, parce que pas par rapport à l'investiture, mais par rapport à la gouvernance du pays. Même à la gouvernance, tous ces gens-là, ils sont conscients. D'abord, 70% de ces députés sont conscients de la manière qu'ils ont été élus. Ils ne peuvent pas être des députés comme les députés de 2018 ou bien de 2011.
Ou de 2006. Ou de 2006. Et ils pouvaient dire que nous sommes les représentants du peuple, c'est le peuple qui nous avait donné le mandat. Mais ici, qui peut avoir le courage de dire c'est le peuple qui m'a donné le mandat? À part quelques députés, peut-être 20% de l'union sacrée et les 100% de l'opposition politique. Il n'y en a pas. Mais la question c'est quoi? Je crois que nous devons quand même lire la Constitution. L'article 91 de la Constitution est clair. Le gouvernement conduit la politique de la nation. C'est là où il y a un problème. C'est que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Le président de la République doit laisser le gouvernement agir, conduire la politique de la nation. Comme Joseph Kabila, président de la République, avait laissé tout le pouvoir au Premier ministre Mouzito, au Premier ministre Matata Ponyo. Mais, à l'alinéa 3 de l'article 91, on dit quoi? La défense, la sécurité et les affaires étrangères sont des domaines de collaboration entre le président de la République et le gouvernement. Seulement 3 domaines. Les défense, affaires étrangères et intérieures. Domaine de collaboration. Collaboration. C'est-à-dire, nous avons Guy Mwanavita, ministre de la Défense. Nous avons le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Chabani. Et nous avons le nouveau patron des affaires étrangères. Le nom est à chercher. Voilà, le nom est à chercher. Semble-t-il les proches de Maman Souminoa. Voilà. Déjà, les 3 là, ce sont eux dans leur département qui peuvent travailler en collaboration avec le président. Avec le président de la République. Mais les autres domaines, le président doit laisser le gouvernement faire agir seul son travail. Très bien. Merci beaucoup, Maître Carlos Semopili. On va finir. J'ai une question osée. Vous aurez le choix de répondre ou pas. Maître Carlos, il y a eu changement à la tête de l'Agence nationale des renseignements. ANER, en 5 ans et quelques mois, on a changé 3 fois. Kalev est parti, remplacé par Izoum. Izoum est parti, remplacé par Vembielou, Biocha. Biocha est parti, remplacé par Guy Loussadissou. Guy Loussadissou vient de partir, Izoum revient. Oh, c'est le même Izoum qui revient. Oui, il est revenu. Il est revenu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est normal que l'on change autant de fois au cours d'un quinquennat les flics en chef, ou que c'est pas anormal? C'est une question risquée, mais bon, je ne sais pas si ça vaut la peine de la poser ou... Non, Patrick. Ouais. Quand est-ce que tu changes un aliment? Vous savez, quand est-ce qu'un homme change de femme? C'est lorsqu'il ne sait pas faire un bon choix. Ok? Toi, tu vois une fille qui s'habille en singlet, tu es attiré par une partie intime, tu l'épouses, et demain tu te rends compte qu'elle ne s'est pas préparée. Et tu fais quoi? Tu te sépares avec elle, tu cherches une autre, parce qu'elle est brune, puis l'épouses. Tu vois ça? Mais lorsqu'on a été sérieux dans le recrutement, dans la promotion, on ne change pas n'importe comment. Il est vrai que nous sommes les défenseurs de la sanction par rapport à la méritocratie. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un ne travaille pas bien, il faut le sanctionner. C'est-à-dire, il faut le punir, les chasser. Mais lorsque quelqu'un travaille bien, il faut le garder. C'est ça le principe managérial. Et maintenant, est-ce que ce sont les animateurs qui échouent, ou il y a un système ou un environnement qui ne les permet pas de bien travailler? Moi, je trouve que c'est l'environnement.
Parce qu'aujourd'hui, Patrick, la sécurité, aujourd'hui, nous avons quitté de la sécurité individuelle vers la sécurité collective. C'est déjà dépassé cette histoire-là de ouah, ou bien vous voyez le président, ou bien quelqu'un avec des gardes du corps. C'est dépassé. Qu'est-ce qui est aujourd'hui, on parle de la sécurité collective, avec la géolocalisation ou autre chose. Ce que si le président va arriver au palais du peuple, c'est tout le quartier qui est sécurisé. Et le président entre, vous voyez que le président il n'est pas vraiment bien sécurisé. Non, il est déjà sécurisé. C'est ce qui fait que vous allez voir le roi de Maroc à Marrakech. Il est en train de pédaler son vélo. Vous êtes à Dubaï, vous voyez le roi de Dubaï à son entrée. Il n'y a pas de barrière. Vous trouverez une jeep là, hein, avec des soldats, des policiers qui vous regardent de loin. Et vous pouvez venir. C'est comme ça que vous voyez devant la Maison Blanche. Les gens viennent, ils font même des marches, des selfies, des photos. C'est parce qu'on tient compte de la sécurité collective. C'est-à-dire la zone là est couverte par la sécurité. Et là, il faut avoir des équipements adéquats. Aussi, ressources humaines. Il faut envoyer le gens en stage dans le recyclage. Et là, il faut le budget. Tout est un budget. Deuxièmement, il faut qu'il y ait l'argent de fonctionnement. Je l'avais dit l'autre fois. Un agent de sécurité, des renseignements, on ne lui achète pas la bière. C'est lui qui achète. Il ne peut pas manquer le crédit. Un agent de renseignement. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand vous voyez les SD, les bureaux D, ils sont là en train de traquer les gens. Ils se présentent même, je suis de l'ANER. Donc tout ça c'est à cause de quoi? Ça sent déjà qu'il ne gagne rien. Alors que ces bureaux D là, s'ils avaient une dotation hebdomadaire, leur rôle serait quoi? De monter dans tous les bus, comme des pasteurs. C'est-à-dire, il prend le gros bus, il va, il paye, il descend, il peut prendre le taxi. Lui, c'est ça son travail. Et il est là pour provoquer des informations. Il provoque un débat politique. Peut-être vous le voyez en train de critiquer les pouvoirs, alors qu'il est agent de renseignement. Mais il passe toute la journée à changer des bus et des taxis pour avoir un point de vue. Il vient, il présente. La sécurité a évolué. Ce n'est pas la sécurité de Ngwanda. Là, les gens pensent que sécurité à Mobutu, Zaki Makassi. Et Zaki, sécurité à Kala. Il y a force publique. Regarde, je vais vous montrer. Je vous donne le cas de Laurent Kunda qui est les gens. Vous chutez par là. Oui. Après la prise de Tingi-Tingi, on arrive à Loboutou. Laurent Kunda, il devient chef médical. Il soigne, c'est un infirmier. Il soigne très bien les gens. Laurent Kunda. C'est un infirmier. Là, il fait quoi? C'est pour traquer les hauts officiers FDLR et les grandes personnalités des Hutus qui étaient dans la forêt. Parce que quand il soigne, il est informé. Après, il passe bureau D à Ubundu. Après, il vient à Kisangani. SD adjoint de la ville de Kisangani. C'est là où je l'ai laissé. SD adjoint de la ville. Il était après Alain, mon ami. Je l'ai laissé. Et après, j'ai appris qu'il devient pasteur. Il avait ouvert une église. Quand tu viens dans son église, il vous donne du riz et les quoi? Et les madès. Les haricots. Non, il y avait des pommes de terre. Non, le type de haricots là. Ça va il y a un type de haricots qu'on donnait aux réfugiés ou bien aux déplacés. Beaucoup d'étudiants voulaient commencer à venir prier là-bas pour avoir les haricots. Donc, vous comprenez un peu comment... Les degrés d'infiltration. Comment un agent de sécurité... Il se transforme au fur et à mesure. Un caméléon professionnel.
Un agent de renseignement doit avoir la capacité d'être caméléon professionnel. Ça dit tantôt il est pasteur, tantôt il est infirmier, tantôt il est mécanicien, tantôt il est wewa. Et il garde toujours son grade. En Israël, les Israéliens, ce n'est pas la fonction qui compte, c'est le grade. Vous pouvez être AG, de AGA, ou bien directeur de l'honneur. Mais parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas à Goma, vous pouvez descendre sur le terrain. Et vous jouez le rôle de quoi? De Wewa qui transporte les gens de Goma vers Bunagan. Vous le faites. Et vous êtes directeur et au gradé. Parce que vous voulez vous-même vous rendre compte. Si c'est au Parlement, vous avez quelque chose de flou. Au lieu de recevoir les informations ou le rapport des renseignements venant de subalternes, vous-même le directeur, vous descendez. Vous faites garçon de... c'est-à-dire les hôtesses ou les gens qui nettoient des protocoles. Les cleaners. Des cleaners du palais du peuple. Donc, ça, nous devons atteindre ces niveaux. Mais le plus important, c'est le budget alloué à l'année, le budget alloué à la DEMIAP, le budget alloué qu'il majette, c'est-à-dire renseignement de la police. Il faut que ces gens puissent être dotés journalièrement ou même d'une manière hebdomadaire pour bien faire leur travail. Très bien, voilà. Un agent de sécurité, lorsqu'il est bien habillé, il s'habille comme un musicien. Voilà comment il va infiltrer facilement. Très bien, donc ceux qui sont nommés, ceux qui sont directeurs généraux ou administrateurs généraux de l'ANER doivent beaucoup travailler pour que nos services puissent s'améliorer au jour le jour. Mais bon, c'est une question. Mais il appartient au gouvernement de les doter les moyens. De comprendre pourquoi on change. Peut-être qu'on cherche les meilleurs. Mais aussi. Et si on cherchait les meilleurs. Peut-être humaniser aussi les services de renseignement. C'est un problème. Parce que ceux qui font le service de renseignement, ils sont en train de ternir l'image du président de la République. Avec les enlèvements, les arrestations arbitraires, les cachots clandestins qui se multiplient. Tout ça, ça entre dans les oreilles de la communauté internationale. Ça risque de compliquer. Et ça salue la réputation du président de la République. Nous tous, on avait salué la nomination de notre doyen de la faculté des droits, le professeur Essambo, comme conseiller, en disant que comme il est nommé, vraiment le service de renseignement ou de sécurité seront humanisés. C'est-à-dire plus question d'enlèvement, plus question de cachot a été enlevé, Barnabé a été enlevé, et puis voilà, beaucoup d'autres personnes sont menacées. Donc, nous demandons aux nouveaux, d'abord nous les félicitons, quoi, hein, les nominés, et ce que nous entendons étant que société civile, c'est de chercher un peu à humaniser le service. Vous pouvez enlever, vous pouvez arrêter les espions, mais pas les paisibles citoyens pour des choses... Des simples politiciens qui font des déclarations mathématiques. Je crois que c'est de trop et ça ternit l'image du président de la République. Maître Carlos, merci. C'est moi qui vous remercie. Maître Carlos Mopili était l'invité de Patrick Lokala. Cette émission a été réalisée par Derrick Lunkeba, le maestro. Je suis Patrick Lokala devant ces micros. Allez, abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la liberté.